Le débat de Smart Impact avec Valérie Brisac, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directrice générale de la communauté des entreprises à mission et Guillaume Desnaux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, coprésident de cette communauté des entreprises à mission. Le 16 mai dernier, à la Maison de la Mutualité à Paris, il y a eu le Congrès français et européen des entreprises à mission. Le titre, c'était le temps des preuves. On est 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi Pacte, qui, je le rappelle, instaure pour les entreprises la possibilité de définir leur raison d'être et d'intégrer cette raison d'être à leur statut. Donc c'est l'heure du bilan, le vôtre, Valérie Brisac, pour commencer. Quel bilan tirez-vous ? Oui, alors tout à fait, c'était un moment pour nous très important. Alors c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire de l'économie, 5 ans, c'est peu. Mais pour nous, c'était quand même un anniversaire important. Et en fait, dans notre quotidien, notre communauté, on voit des choses formidables qui se passent dans les entreprises. Donc on avait vraiment cette envie de partager en fait, au plus grand nombre ces retours d'expérience et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc à la fois au travers de retours d'expérience, mais aussi d'une enquête qu'on a menée et qui permet donc d'illustrer ce thème, le temps d'épreuve, pour inspirer en fait au-delà d'autres. C'est quoi le principe de cette enquête ? C'était de sonder les dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui ont fait ce choix ? Oui, alors il s'était ouvert aux dirigeants et aux employés de sociétés à mission, mais aussi non à mission, pour avoir aussi un effet miroir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'était par exemple de comparer les bénéfices perçus, a priori, des bénéfices constatés. Et donc, par exemple, les dirigeants de sociétés à mission considèrent que le bénéfice constaté d'être société à mission, c'est vraiment d'avoir transformé concrètement leur stratégie, leurs offres, leur gouvernance, alors que les personnes qui ne sont pas encore à mission, pour elles, et ce qui est déjà très bien, c'est important pour la marque employeur, la rétention des collaborateurs, et aussi pour affirmer en fait, son utilité sociale. Donc, on voit que le modèle va plus loin en fait, que la perception que les gens en ont. 1626 sociétés à mission au 22 mai 2024, qui est la date anniversaire, puisque la loi était rentrée en vigueur ce 22 mai également. Est-ce qu'il y a des exemples ? J'ai vu sur le programme de ce congrès français européen qu'il y avait des entreprises qui étaient un peu plus mises en avant. Il y a des exemples vraiment à partager, des bonnes pratiques d'une certaine façon aussi à partager ? Oui, on a partagé plein d'histoires sympas lors du congrès, des histoires qui parfois sont des renoncements. C'est important parce que finalement, quand on voit des entreprises à mission qui s'engagent vraiment, parfois elles renoncent. Alors on peut citer l'entreprise Mustela, par exemple, qui va arrêter de produire des lingettes pour bébés parce qu'ils n'ont pas trouvé de manière de le faire d'un point de vue soutenable écologiquement. On peut parler de la banque Arkea qui a mis des objectifs très forts de temps passé avec les clients les plus en difficulté financièrement, qui sont loin d'être les plus rentables, mais parce que c'est un vrai engagement de mission. On peut citer l'entreprise Camif, qui depuis longtemps mène une croisade anti-Black Friday et qui accepte de fermer son site le jour où il y a le plus de ventes sur Internet dans l'année. Donc tout ça, c'est des vrais renoncements. Et ce qui permet de prendre ces décisions, ce qui permet aux dirigeants de s'engager comme ça, c'est d'avoir cadré ça dans les statuts pour aligner leurs investisseurs, leurs salariés avec ces décisions. Ça veut dire que, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ça pousse jusqu'au changement de modèle parfois pour certaines des entreprises qui sont devenues entreprises à mission ? Exactement. Alors ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas un label de vertu, donc ce n'est pas parce qu'on est société à mission qu'on est mieux que les autres, c'est un cadre pour avancer, pour se transformer. Mais l'objectif, parfois, on commence par d'abord faire de la RSE classique, il faut bien le dire, au sein d'un cadre de société à mission. Mais si on le fait avec exigence, avec un comité de mission, des parties prenantes qui challenge un OTI, organisme tiers indépendant, qui vient vérifier et qui a cette mécanique, cette dynamique, au bout d'un moment, on se pose forcément la question d'innover et d'aller changer des choses dans son business model en orchestrant souvent des renoncements. Est-ce que, Valérie Brisac, ça veut dire qu'à partir du moment où on a inscrit cet engagement, cette raison d'être dans ses statuts, on devient redevable de cet engagement, et ce n'est pas seulement la jolie phrase qui forme la raison d'être, l'important c'est tout ce qu'il y a derrière. Il y a certaines entreprises qui s'arrêtent là, on peut se dire les choses, et d'autres qui justement vont plus loin et bouleversent le modèle et presque changent leur modèle économique. Mais il y en a aussi qui s'arrêtent là ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est qu'il y a un vote en AG pour devenir société à mission. Donc les actionnaires, en fait, c'est un peu comme un rite de passage finalement, votent en AG le fait de devenir société à mission. Donc ils ont intégré le fait que la poursuite en fait classique du profit pur n'était plus le seul objectif de leur entreprise, mais qu'il était à mettre au regard à côté d'autres objectifs environnementaux, sociaux, et donc des choses pour lesquelles la société avait envie de contribuer concrètement. Donc déjà, à la base, il y a un engagement fort en fait qui est fait de la part de la gouvernance de l'entreprise. Ouais. Après, ce que l'on voit, c'est que
que en fait, ce modèle offre une liberté finalement d'interprétation très large et que l'entreprise se donne elle-même en fait le niveau d'ambition qu'elle pense pouvoir assumer. Et donc en fait, elle est libre de se faire un peu mal ou d'être très ambitieuse. Et finalement, le comité de mission, mais aussi l'organisme tiers indépendant, va évaluer cet effort. Pardon de vous interrompre. Les actionnaires, ils peuvent mettre un coup d'arrêt aussi. C'est-à-dire que si le contexte économique se durcit, voilà, les objectifs qui étaient liés à la mission deviennent plus difficiles à remplir. L'ambition, justement, de la modification du modèle, on peut revenir dessus. J'insiste un peu parce que je pense que c'est un vrai défi pour que ce mouvement continue. Peut-être je vous pose la question à vous. Pour l'instant, on n'a pas vu d'entreprise à mission dont les actionnaires aient décidé de changer ou de diminuer la portée des engagements. On voit plutôt le phénomène inverse, parce que parfois les entreprises y rentrent par opportunisme ou de manière défensive. On voit des secteurs maintenant où il y a beaucoup de sociétés à mission et certains se disent pourquoi pas moi. Mais en fait, c'est un mécanisme qui est très intéressant. C'est qu'à la différence d'une norme figée où on est d'un côté ou on est de l'autre, c'est un mécanisme finalement auto-apprenant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, même sincèrement, des dirigeants qui nous disent, ou des dirigeantes qui nous disent en fait, moi j'ai compris beaucoup de choses en rentrant là-dedans. Et aujourd'hui, en tant que dirigeant, je comprends que gérer mon entreprise pour qu'elle fasse du positif pour toutes mes parties prenantes, pas que mes actionnaires, mais aussi mes salariés, l'environnement, mes clients, en fait, c'est que du plus parce que mon entreprise est plus performante et moi, en tant que dirigeant, j'ai beaucoup plus de liberté pour prendre des engagements forts, innover. Et c'est ça qu'au fond cherchent les dirigeants. Donc, pour nous, c'est un outil fondamentalement de liberté, mais oui, qui doit rééquilibrer parfois les choses dans le rapport entre actionnaires et dirigeants. Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais il y a d'abord un effet interne, si on regarde, parce que l'objectif 5 ans après, c'est le temps d'épreuve, donc vous nous l'avez dit, il y a un effet concret en interne dans la capacité d'embarquer les salariés d'une entreprise, d'un groupe ? Oui, en général, les entreprises à mission disent clairement que d'être devenues entreprises à mission, ça augmente l'engagement de leurs collaborateurs. Ils font souvent des enquêtes annuelles d'engagement, de compréhension de la stratégie, et ces chiffres-là augmentent. Ils sont aussi plus attractifs. Ils reçoivent beaucoup plus de CV, par exemple, de manière spontanée. Moins de turnover aussi, j'imagine. Exactement. Voilà. Donc, il y avait notamment la dirigeante d'une société, d'un call center, qui expliquait que parce qu'elle avait complètement changé le mode de management, on va dire, habituel de ce type d'activité, elle avait un turnover qui était radicalement plus faible que celui de son marché, voire elle encourageait en fait ses salariés à aller être embauchés chez ses clients. Donc elle-même, elle organisait finalement, mais de manière positive en fait, ce turnover. Donc le contre-pied total de ce qui est fait habituellement sur le secteur. Ça embarque aussi les partenaires, les sous-traitants, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur d'une certaine façon, quand une entreprise devient entreprise à mission ? Oui, tout à fait. Comme disait Guillaume tout à l'heure, devenir entreprise à mission, ça induit aussi des renoncements. Donc on choisit aussi finalement avec qui on travaille, ses fournisseurs, ses clients. Et donc on essaime dans son secteur. Et en fait, on voit beaucoup d'entreprises à mission qui, quelque part aussi, vont transformer leur secteur d'activité par des pratiques qui sont à l'opposé de ce qui se fait habituellement. Comment nos voisins européens regardent ça ? Alors certains nous ont précédés, il faut rendre à César, et le nom est bien choisi puisque c'est à Rome que tout ça a commencé, puisque l'Italie nous a précédés dans la création de sociétés à mission à l'italienne en 2015. L'Espagne nous a succédé, la Belgique y réfléchit. Donc nous, on est persuadés à la communauté des entreprises à mission qu'il y a besoin au niveau européen de réfléchir à ce que doit être l'entreprise, ce qu'on veut qu'elle apporte à la société pour qu'elle se mette vraiment au service de toutes ses parties prenantes et au service aussi, qu'elle soit compatible, je dirais, avec notre idéal démocratique européen. Parce qu'on voit que dans d'autres endroits du monde, le capitalisme se met au service d'intérêts politiques qui sont dangereux, qui nous mettent aussi en danger aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette vision presque géopolitique et qui est de plus en plus partagée en Europe. À l'occasion du Congrès, on avait nos voisins européens, on avait des députés représentant à peu près toutes les têtes de liste qui étaient là. Donc les choses vont bouger, je pense, dans l'avenir, à la fois dans les pays par la création de statuts comparables et puis peut-être un jour par une directive qui viendra l'officialiser au niveau européen. C'était la question que j'allais vous poser, parce que des directives, il y en a eu dans un certain nombre de domaines, sur la gouvernance, sur la transition, la transformation environnementale, etc. etc. En quoi une directive société à mission changerait la donne ? Une directive pourrait inciter fortement tous les États à créer un cadre comparable. L'idée, pas forcément que ce soit uniforme partout, parce que ce qui est intéressant en Europe, c'est aussi la diversité, mais un cadre comparable avec inscription dans les statuts d'une raison d'être, gouvernance ouverte aux parties prenantes, contrôle par un tiers, et que ça se développe dans tous les pays. Nous, on pense que ça serait un complément essentiel, si vous voulez, à la puissance normative qui est en train d'être développée avec la CSRD au niveau européen, qui va permettre de créer beaucoup de comparabilité, permettre aux financeurs de savoir
voir quels sont effectivement les progrès qui sont faits par les entreprises. Mais les entreprises, elles ont besoin de se définir une stratégie, une singularité pour développer justement leur modèle d'affaires, voir comment elles vont évoluer par rapport à leurs concurrents. Et ça, c'est la mission qu'il va leur donner. C'est pas juste un cadre de reporting comme celui de la CSRD. Est-ce qu'il y a toujours autant d'entreprises qui deviennent sociétés à mission, ou est-ce que le rythme s'est un peu ralenti? Est-ce qu'il y a eu un effet de mode et qu'on y est un peu moins? Ah non, le rythme est toujours le très même. fort. On est toujours une croissance à 2 chiffres depuis le début. Alors, effectivement, au départ, il y avait, entre guillemets, des dirigeants déjà très, très, très engagés depuis très longtemps qui étaient contents que ce cadre existe. Et donc, il y a eu un engouement important au départ. Et aujourd'hui, ce rythme continue. On mesure tous les jours, nous, sur l'Observatoire, les statuts, en fait, qui sont déposés. Et donc, ces chiffres augmentent tout le temps. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est sur tous les types d'entreprises. Oui, c'est pas seulement, c'est des petites, des PME, des ETI, c'est tous les secteurs aussi. Tous les secteurs d'activité. Ouais. Et alors, évidemment, les premiers secteurs étaient plutôt les services. Mais il y a de nombreuses entreprises qui ont souvent des modèles d'affaires un peu compliqués ou lourds, industriels, qui s'y mettent également. Donc, et la moitié des entreprises à mission sont en dehors de Paris. On constate que beaucoup d'entreprises, beaucoup plus ancrées dans les territoires que parfois des boîtes parisiennes, multinationales, voient ça comme une opportunité pour valoriser des engagements qui sont souvent préexistants. Donc ça, c'est aussi une tendance très intéressante. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.